Bonjour, bienvenue. On va essayer de sortir, lever la tête de l'aquarium et des champs hydroponiques du futur pour se plonger dans le quotidien des associations et des transitions numériques. Je suis Nicolas Rambremerche, je dirige l'agence SpinTank. Je vais être là pour jouer le rôle d'animateur, essayer de donner la parole à différentes personnes pour parler un petit peu de ces transitions numériques du monde associatif. Pour introduire, je vais donner la parole dans 2 minutes à Sébastien Imbert, qui est le directeur digital de Microsoft. Puis après, on aura une plénière, et puis après, vous pourrez passer en atelier pour passer de manière plus opérationnelle et résolument pratique. Il y a à peu près exactement 4 ans, on recevait ici un monsieur qui s'appelle Clay Shirky, qui est un vrai penseur de l'Internet, qui a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Here Comes Everybody, qui travaille beaucoup sur le pouvoir des gens du numérique, de favoriser des associations et des coordinations de masse sans coordinateur et sans structure. Je pense que c'est un des éléments du sujet et du background qu'on va essayer d'aborder cet après-midi. C'est comment ce numérique bouscule le monde associatif, celui de la libre association des gens qui ont envie de faire des choses ensemble. Comment il donne beaucoup plus de force, mais comment il change énormément la nature dont on fait des choses ensemble dans un monde où on a envie de s'associer librement pour faire des choses ensemble. Et quand on vient à l'essence de ce qu'est le mouvement associatif, on se rend compte que finalement, il y a plein de nouvelles manières de faire ces choses, de monter un club de sport, comme d'essayer de résoudre un problème qui a énormément de valeur pour je ne sais pas quoi, résoudre la faim dans le monde avec des fermes qui cultivent de l'eau. Je n'ai pas très bien compris exactement tout ce qu'il y avait dans la vidéo qu'on a vue, mais en tout cas, c'est cet univers absolument fascinant. En revanche, j'ai compris qu'il y avait des gens qui essayaient de cultiver des plantes sous l'eau, etc. Je me dis que ça peut très bien se faire dans un cadre associatif, en fait. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de creuser cet après-midi, d'essayer de comprendre en essayant de passer directement à l'action. Pour ça, on va ouvrir un peu le sujet avec Sébastien Imbert, qui est directeur digital de Microsoft, que je vais appeler sur scène. D'abord, pour un balayage un petit peu, pour essayer de comprendre c'est quoi cette transition numérique, quand on dit transition, vers quoi on va. Sébastien, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir avec nous ? Ouais, ça, c'est l'aspect sportif en fait, du monde associatif qui est venu directement. Après, on fera une table ronde avec Axel, Ismaël, Guillaume et Benjamin qui vont venir parler avec nous. Et puis, après, on prendra un café où on pourra passer en mode atelier. Voilà, et avec 3 ateliers pour vous le faire dans le détail, sur le numérique au service des bénéficiaires, réinventation de l'organisation et sur le crowdfunding, crowdsourcing, réseaux sociaux. Vous pourrez vous disperser et passer directement à l'action. Là, on a 1 heure entre nous autour de cette table. Et la question en fait, pour ouvrir ce sujet, c'est transition numérique. On parle de transition vers quoi? Et donc Sébastien, tu es directeur digital de Microsoft. France, oui. On reste à Issy-les-Moulineaux. On reste à Social Good Week en France malgré tout. Si vous voulez tweeter d'ailleurs, c'est transition numérique au pluriel et Social Good Week pour couvrir, comme toute cette semaine. Transition numérique, c'est quel monde dans lequel on va? Est-ce que tu peux essayer de nous balayer ça en une dizaine de minutes, nous raconter un petit peu vers quel monde on bascule? Je vais essayer, c'est une vaste question. Et avant tout, au nom de Microsoft France, bienvenue à toutes et tous sur le campus de Microsoft. On est très heureux d'être participants à la Social Good Week et de donner humblement quelques points d'éclairage. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que la transition numérique, en quelque sorte? On peut dire, en résumé, que c'est quelque chose qui est à l'intersection de l'évolution, à l'intersection de l'évolution d'une combinaison de facteurs générationnels et de facteurs structurels. Pour le facteur générationnel, c'est tout simplement l'évolution qu'on connaît toutes et tous dans les années 50, les baby boomers, qui sont nés totalement dans l'analogique. Le numérique n'existait pas vraiment, il était très très peu présent. Ma génération, 70, 90, génération X, a vu l'émergence, la démocratisation du microprocesseur. On est passé de l'ordinateur ultra verticalisé, centralisé, extrêmement cher,
ordinateur qui était utilisé que par des gouvernements ou des très grandes entreprises, à une démocratisation totale. Mais ordinateur qui n'était pas en réseau. Et puis, troisième génération, 90 et plus, la génération Y, qui sont comme des poissons dans l'eau, ils ne voient pas l'eau, qui sont une génération, on va dire, totalement numérique. Sur l'autre facteur qui est plus structurel, c'est l'évolution de facteurs technologiques qu'on peut situer à la fin des années 80, début des années 90. 89, il n'y a pas que la chute du mur de Berlin, il y a également, qui est un des faits les plus marquants cette année-là, mais il y a l'invention de l'HTML par Tim Berners-Lee. 2 ans après, il y a le W3C qui lance protocole en 89, il y a le protocole HTTP. 91, le HTML. L'invention du navigateur Mosaic en 93. 94, Netscape. 94, le premier bandeau publicitaire, AT&T sous Wired, format 468 par 60, et une économie née. Et d'abord, une période d'impact totalement technologique qui est en train de bouleverser d'une certaine manière le monde. Cet impact technologique, il y a ensuite un impact économique. Fin des années 90, 2000, à la fin des années 90, il y a le phénomène de la bubble avec une économie qui est en train de restructurer, mais qui est totalement en montagne russe, avec des valorisations incroyables un jour et puis qui baissent complètement le lendemain. Et puis début du XXIe siècle, la structuration d'industries numériques extrêmement solides. Par exemple, Facebook, qui apparaît en 2004, 2005 et qui aujourd'hui en 2015 a une valorisation boursière de l'ordre de 300 milliards de dollars, 294 000 pour être très très précis, 294 milliards de dollars pour être très précis, en moins de 15 ans. Et donc cette combinaison technologique, économique et ont amené à une troisième évolution qui est une évolution sociologique. À l'ère d'aujourd'hui, que l'on soit ado ou senior, d'une certaine manière, j'ai envie de dire qu'on a digéré toute cette évolution numérique. Je ne dis pas qu'on est tous super à l'aise à ce niveau-là, mais on a intégré le fait que tout est numérique et que le numérique est dans tout, et que ça fait partie de notre quotidien. Après, qu'est-ce que ça va donner ? Je ne serais pas modeste de dire que je peux prévoir l'avenir, mais en tout cas, c'est ces combinaisons-là qui ont amené à 2 macro-tendances. Une première tendance qui est celle de dire que le monde, finalement, est devenu un réseau à part entière. Quand on dit que le monde est devenu un réseau, c'est qu'on vit dans un flot de conversations permanentes, conversations qu'on peut avoir entre individus physiquement et puis virtuellement, où on a entre guillemets une présence type avatar sur nos réseaux sociaux ou des agents qui vont nous représenter sur le digital, qui nous présentent en tant que tel et qui génèrent ce flot d'interaction permanente. Et puis, autre point lié à ça, c'est qu'on ne s'adresse plus forcément à des clients, nous, en tant que marque. En tant qu'association, on ne s'adresse pas forcément à des adhérents. On va s'adresser de plus en plus à des fans, à des ambassadeurs, à des détracteurs ou des opposants. En tant qu'individu, on est tous en mesure d'être un média à part entière, et donc la relation s'est complètement transformée au cours de ces 15 dernières années. Et l'autre macro-tendance, c'est que dans cette transition numérique, de cette manière, le monde est plus que jamais à l'intersection de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Infiniment grand par la prolifération absolument totale des données de tout type, des écrans de toute forme, des plus petits aux plus grands, aux objets vraiment de tout type à part entière. Et également, en lien avec cela, donc, plus grand au plus petit, et le plus petit, c'est finalement le temps d'attention dont nous disposons. Entre guillemets, une nouvelle monnaie de change, c'est le temps dont nous disposons. Le temps d'attention. Au travers de tous les messages que je peux recevoir au quotidien, quel est celui qui va capter l'attention de la personne que je vise ? Quel est le message qu'il va retenir ? Qu'est-ce qu'il retient de moi, de ma marque, de mon association ? Et aujourd'hui, c'est une tendance extrêmement forte et qui est au centre des préoccupations des responsables digitales notamment. Et d'ailleurs, tu parles du temps et je parle de ce moment. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est très concret. Et quand on parle des associations, effectivement, il y a une attente. Tu parlais des 3 générations. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une pratique réelle. Il y a un sondage Ipsos qui dit que 64% des Français
considèrent qu'il est important pour les assos d'être présentes sur les réseaux sociaux. Et que 38% d'entre elles ont partagé un contenu d'une association sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que 38% des Français, on ne parle pas de la génération Y ou de quelque chose d'un futur, etc. On parle vraiment de quelque chose qui se passe maintenant, d'un moment, et de quelque chose de massif, quoi. On a passé le moment du early stage, je pense que c'est assez vécu par tout le monde aujourd'hui. Est-ce que tu peux essayer de nous brasser? Donc ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est déjà passé à l'état de la masse. Oui. À l'état du massif, etc. Est-ce que tu peux nous brasser un peu les tendances aussi, un petit peu de ce qui nous attend et de ce qui s'ouvre à nous, sans aller forcément dans le schéma du film d'avant où tout est dans des écrans absolument fascinants, dans un monde éthéré et où on est dans une projection d'un futur, d'essayer de comprendre ce qui est en train de naître aujourd'hui et dont il va falloir qu'on tienne compte. Alors on vient aujourd'hui sur un futur proche. J'ai sélectionné quelques exemples de transformations qui sont en train de se développer de façon très large. Et concrètement, quand on parle de la transformation, ça ne concerne pas qu'un secteur d'activité donnée, ça ne concerne pas qu'une typologie d'association ou le secteur de la high-tech. Cet exemple-là, c'est celui de fermiers en Australie qui avaient des problématiques pour gérer au mieux leurs troupeaux. Et ils ont décidé de tirer parti du cloud computing et des objets connectés pour essayer de gérer au mieux leurs troupeaux qui sont sur des espaces extrêmement grands et sur lesquels ils ont par moments des problématiques de reproduction. Et donc, ce que ces fermiers ont fait, c'est qu'ils ont placé tout simplement des petits bracelets connectés au pied des vaches qui permettent d'analyser en temps réel leur état. Est-ce que la vache est pleine? Est-ce qu'elle va porter? Au-delà de ça, à quel moment je dois favoriser une insémination? Et ce qui est très intéressant, c'est que progressivement, par des mécaniques algorithmiques, ils ont réussi à déceler quel était le meilleur moment pour faire une insémination. Et de ce fait-là, ils ont réussi à augmenter le taux de transformation de l'ordre de 68%. D'ailleurs, c'est une chose qui est intéressante. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ils ont réussi à analyser qu'en fonction du moment où elle était faite, un peu avant ce temps idéal ou un peu après, j'arrivais plutôt à avoir un veau ou une génisse. Et de ce fait-là, ces fermiers arrivent à extrêmement optimiser leur troupeau en utilisant cette combinaison du cloud et des objets connectés. Après, il peut y avoir des questions éthiques qui se posent aussi, mais concrètement, c'est un exemple de transformation d'aujourd'hui. Autre exemple, c'est celui du prédictif. Là, c'est la Coupe du monde de football où on a brillamment perdu en quart de finale contre les Allemands. J'étais assez triste ce matin-là, parce que je lis régulièrement un blog qui s'appelle HTTP Predictwise, qui est géré par quelqu'un d'assez extraordinaire qui s'appelle David Rochfield, et dont la passion, c'est de prendre des grandes compétitions sportives ou des grands rendez-vous. Par exemple, l'Eurovision, qui est absolument extraordinaire, c'est un super grand rendez-vous qu'on adore tous. Et en faisant une analyse des messages postés sur les réseaux sociaux, sur les sites de paris en ligne, sur LinkedIn, Twitter, Facebook, etc., il arrive à analyser des tendances. Sur les 13 derniers matchs, il ne s'est trompé qu'une seule fois. Il a réussi à prédire 48 heures avant quels allaient être les gagnants systématiquement, sans se tromper. Et on rentre dans le domaine du prédictif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans l'ère de la démocratisation du prédictif, parce que ces mécaniques de machine learning sont aujourd'hui disponibles au travers de ce qu'on appelle des API. Les développeurs peuvent les utiliser pour pouvoir prédire de façon assez, pas forcément sur un très long terme, mais de façon assez proche ce qui va se passer. Aux Oscars, il a été bon sur 19 catégories sur 22. Autre tendance dans ce domaine, c'est la capacité à pouvoir communiquer sans frontières. Ici, on voit notre ancien directeur de la recherche, Craig Mondy, qui est à Shanghai. Il est dans une convention, un peu comme celle-ci, entre guillemets. Et il fait une chose qui est assez simple, c'est qu'il parle en anglais, et là, il y a du voice to text. Ça, il y a beaucoup de logiciels qui le font. Il parle en anglais, le texte est traduit en anglais, en texte anglais derrière. Ce qui commence à être un peu plus compliqué, c'est qu'en quasi-temps réel, il y a une traduction en mandarin qui se produit. Et là, en quasi-temps réel, le texte qui est en mandarin ici est retransmis sous forme de voix, et de voix avec son timbre. Et en quasi-temps réel, il arrive à parler avec des mandarins qui arrivent à le comprendre. C'était en 2012. Quand on a vu ça, on s'est dit qu'il va falloir plusieurs années avant que ça puisse se démocratiser. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec justement le cloud, le machine learning et l'accélération des développements et du numérique, eh bien, aujourd'hui, on a par exemple un produit comme Skype Translator qui permet de parler en français
et qu'en temps réel, on soit traduit en anglais. Et ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi je dis plutôt bien? C'est qu'à chaque fois que je fais une erreur, je peux le signaler et le système apprend et s'autocorrige progressivement. Ce qui fait que dans les 2 à 3 ans, on aura un outil qui permettra de parler de façon relativement fluide avec des interlocuteurs dans le monde entier. D'un point de vue associatif, ça peut être intéressant pour des nouveaux adhérents ou échanger de façon extrêmement simplifiée et fluide. Autre exemple, on parlait de la prolifération des écrans. Là, c'est un exemple qui est vraiment propre à Microsoft France. On avait l'habitude depuis les 6-7 dernières années de faire une grande conférence de presse de rentrée dans cette salle. C'est un exercice qui est extrêmement intéressant, mais qui est assez chronophage. Enfin, si vous avez déjà préparé des conférences de presse, c'est tout un travail. Et on s'est dit, on va un petit peu changer le format cette année. C'était un risque. On est passé d'une conférence totalement physique à une conférence sur Skype avec des échanges privilégiés en lien avec les membres du comité de direction de Microsoft France. Au final, très bon niveau d'interaction, très bon retour et résultat équivalent à ce que l'on a pu avoir dans cette même salle. C'est une évolution de cette prolifération des écrans et cette évolution des échanges en tant que tels. On parlait de flow de communication permanent. Là, typiquement, c'est un exemple qui est lié à un outil que l'on utilise qui s'appelle Sociable, qui permet à chaque employé, on pourrait imaginer que ce soit chaque adhérent de votre association, qui va amplifier du contenu qui est produit par la marque ou par l'association. Là, c'est notre chaîne qui s'appelle Microsoft IDs, qui est dédiée aux décideurs métiers, qui est assez portée sur l'innovation. Et chacun des salariés peut très facilement relayer du contenu qui l'intéresse sur son compte Twitter, son compte LinkedIn, son compte Facebook. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté assez ludique, il y a un peu un aspect de gamification. Et en faisant cela, tous les mois, on arrive à toucher, pour un budget média de l'ordre de 0 €, à peu près 2 millions de personnes. C'est en complément de budget média. C'est une chose assez simple, assez facile à mettre en place et en lien avec cette conversation permanente que l'on peut avoir avec nos clients. Merci Sébastien. Est-ce que pour terminer, tu aurais, ou pour ouvrir sur une table ronde qu'on va essayer de tourner vers la pratique et le concret, un ou deux conseils sur comment, quand on aborde le sujet de la transformation, de la transition numérique, qu'on est un acteur analogique ou en tout cas un peu à l'ancienne et qu'on veut aller, des tips sur les manières de passer à l'action, sur la manière de manager ça? Alors, il n'y a aucun livre de référence qui a été écrit sur réussir cette... Enfin, il y a des bouquins qui ont été écrits sur la transformation numérique, mais il n'y en a aucun qui est vraiment référent. Moi, j'ai sélectionné quelques éléments, 2 qui sont assez génériques, mais qui, selon moi, sont absolument fondamentaux. Un, que l'on soit une petite ou une grande association, c'est de se définir des objectifs clairs. C'est qu'au cours d'une période, au bout d'un an, qu'est-ce qui me fera dire que mon initiative sur le digital est réussie, à mon niveau, en tant que tel? Ça paraît tout simple à dire, mais très peu de personnes le font, se fixent un objectif. Et donc, de passer un peu de temps à se fixer des objectifs pour essayer de les atteindre, ça, c'est un premier point. Ensuite, dans l'association, c'est définir des rôles et responsabilités. Si chacun fait du numérique, si chacun fait du digital, on tombe dans un travers très fréquent dans le numérique, c'est qu'on va dans tous les sens. C'est super facile de faire un blog, d'ouvrir un compte Facebook, d'ouvrir un compte Twitter, mais au final, si tout le monde s'y met, eh ben, rien n'avance. Donc, c'est définir des rôles et responsabilités très clairs. Quand j'ai dit ça, ensuite, ça c'est très générique. L'autre point qui est un peu moins générique, mais qui est absolument fondamental, c'est que ces éléments, on le fait avec une matière, et cette matière, elle est absolument clé. On dit souvent que content is king, media is queen. Le contenu est absolument essentiel. Donc, de faire un audit de la manière dont le contenu est produit, par qui, comment, par les adhérents, par des influenceurs, par le comité d'administration de l'association. Donc, comment est produit le contenu? Quelle politique éditoriale je mets en place? Quel prétexte je crée pour créer ce contenu, par exemple un événement? Et en lien avec cela, quels sont les points que j'ai avec mes adhérents? Quels sont mes touch points où je peux diffuser du contenu et comment j'adapte ce contenu? Ce point-là est fondamental et quelle que soit qu'on soit une grande entreprise ou une association, c'est vraiment avoir une réflexion poussée autour du contenu. Quand j'ai dit ça, ça va avec des outils. On a besoin d'outils. Alors là, je n'ai pas voulu faire un slide sur tous les outils. Entre 2014 et 2015, il y a une augmentation d'à peu près 100% du nombre d'outils liés au digital marketing. On est passé de 1000 à 2000 outils. Cependant, ce que j'ai fait là, volontairement, j'ai trouvé une cartographie d'outils qui existent, gratuits. Certains sont en freemium, d'autres pas très chers. Et je viens de le poster sur mon compte Twitter. C'est le deuxième lien, le deuxième post juste après celui lié à la Social Good Week. Donc vous pouvez aller sur mon compte Twitter, c'est @sebimber. Et ce qui est intéressant, c'est que vous trouverez pas mal d'outils autour du contenu, d'images qui sont gratuites,
autour de la gestion de réseaux sociaux, autour du web analytics, autour du mobile, autour de tous les domaines liés au digital marketing, liés au digital en tant que tel. Et ce qui est intéressant, c'est de passer un peu de temps à creuser chacun de ces outils. Il y en a certainement que vous utilisez déjà, d'autres peut-être pas du tout. Et je trouve que cette cartographie est extrêmement bien faite. Je tiens à noter, je suis passionné de marketing digital, ce n'est pas du tout une production Microsoft. Voilà, et le dernier point, il y a un aspect formation en tant que tel. Moi, le premier, je pense on est dans une génération aujourd'hui où on doit se former tout au long de la vie. Je pense que je n'ai pas fait le quart du métier que j'occupe. C'est pareil, c'est valable pour tout le monde. Il y a quelques ressources qui existent, qui ne sont pas très chères et qui sont très intéressantes, voire gratuites. Alors bien sûr, il y a beaucoup de MOOC sur le digital. Et sinon, il y a des acteurs français qui sont intéressants, comme Open Classroom par exemple, où il y a fr.tuto.com qui est hyper intéressant aussi, où il y a du contenu qui est gratuit, d'autres qui est payant et pas très cher. Et je trouve que ce qui est proposé en marketing, digital tout court, en développement, est extrêmement intéressant. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller sur ces ressources-là, Open Classroom, fr.tuto.com pour vous former et puis rentrer progressivement dans les cycles de formation continue, j'ai envie de dire. Et donc, de passer d'un principe d'observateur, si on voit le digital de loin, un principe d'acteur et j'ai envie de dire, de learner permanent. Merci Sébastien. C'est une très belle... Donc, je vous invite à les suivre parce que les outils que tu as postés sur ton compte Twitter sont des outils de growth hacking, un vocabulaire typiquement startup. Je pense qu'on va en parler justement avec Benjamin, Ismaël. Je vous invite, Axel, Guillaume, venez à venir sur scène pour nous rejoindre. On va en parler directement avec vous. Je vais vous présenter le temps que vous montiez sur scène. Axel, si j'arrive à passer à la slide suivante, mais je crois que je suis plus sur le PowerPoint là. Mais c'est pas grave. Axel, on va pas commencer par toi, mais je te donnerai la parole à la fin. Tu as fondé Axel Agency, tu accompagnes des startups et différentes personnes dans l'univers numérique. Benjamin, tu diriges change.org en France. Ismaël, tu as fondé Helloasso, tu es à l'initiative de ce truc là auquel on participe qui s'appelle la Social Good Week, si je ne me trompe pas. Et Guillaume, tu es un des cofondateurs de Singa. Peut-être Ismaël, on va commencer avec toi. Moi, j'ai entendu cette complexité et je pense que c'est un des sujets. Et j'ai vu cette vidéo qui nous plongeait dans un futur compliqué, enfin, dont on imagine le back-office derrière l'apparente simplicité de nos vies de tous les jours, qui est un futur compliqué, et en même temps où on sent qu'il y a du pouvoir de faire des choses d'une puissance extraordinaire. Mais en même temps, c'est un monde compliqué et on voit un univers de start-up. Et j'ai l'impression que derrière la Social Good Week, il y a cette idée que dans la tech, il n'y a pas que des start-up. Est-ce que tu pourrais nous développer ça et nous expliquer quelle est cette ambition qu'il y a derrière la Social Good Week pour introduire? Effectivement, d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi qu'il y ait autant d'associations qui se soient jointes à cet événement. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour le numérique. Effectivement, j'ai fondé une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Helloasso et on a la particularité d'être d'une part une plateforme de crowdfunding, donc de financement participatif où vous pouvez très simplement collecter des dons, des adhésions et organiser vos événements, mais surtout on est une plateforme gratuite et on n'accueille que des associations. Et ce qu'on a vu chez Helloasso, ça fait maintenant plusieurs années qu'on existe, on a près de 10 000 associations qui utilisent nos outils. Et ce qu'on a vu, en fait, c'est que quand les associations se saisissaient du numérique, elles pouvaient avoir des impacts formidables. Certaines associations sur Helloasso nous ont témoigné de collecter 10 fois plus en ligne que ce qu'elles collectaient auparavant quand elles faisaient de la collecte un petit peu plus traditionnelle. Et ça nous a un petit peu finalement inspiré pour créer la Social Good Week parce que nous sommes convaincus que justement le domaine de l'innovation n'est pas réservé aux startups. Aujourd'hui, il y a énormément de startups dans le domaine de l'innovation et que finalement c'est dommage que les associations ne s'emparent pas encore plus de tout ce secteur-là. Il nous semble que ce n'est pas complètement un hasard si le 5e site mondial est une association. Il s'agit de Wikipédia. Ça veut dire que les associations, à très grande échelle, peuvent réussir à avoir des impacts sur Internet très importants.
Et donc c'est là la vocation de la Social Good Week, c'est de faire se rencontrer finalement le secteur associatif avec ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu traditionnellement la French Tech, et parce qu'on sait que de cette rencontre, des initiatives formidablement utiles peuvent émerger. Alors la Social Good Week, c'est une semaine donc, qui a commencé ce matin et qui dure jusqu'à lundi prochain. Il y a un petit peu plus de 50 événements un petit peu partout en France pour justement créer cette rencontre entre d'un côté les associations et de l'autre le numérique. Magnifique. Moi, j'ai l'impression qu'au cœur du paradoxe, en tout cas d'un des sujets que je voudrais aborder dans cette discussion, c'est qu'on est rentré dans un univers paradoxal avec le numérique, où à la fois le citoyen a démultiplié son pouvoir d'agir, il le fait de moins en moins dans des structures, et de l'autre côté, on a une complexité de plus en plus forte, et en tout cas pour innover, et une fabrication, une difficulté à aborder l'innovation pour pas mal de structures traditionnelles, d'actions traditionnelles. On va dire, je vous pointe un petit peu comme, voilà, je ne veux pas dire, mais le monde associatif ou le monde des entreprises traditionnelles a du mal à aborder la technologie, à innover et plonger dans un monde un peu inconnu. Et au cœur de ce paradoxe, j'ai l'impression qu'il y a le monde associatif. La start-up est une forme de réponse, une organisation temporaire qui essaye d'absorber cette complexité, mais l'association peut l'être ou d'autres formats associatifs. Et du coup, je me tourne un peu vers toi, Guillaume, pour essayer de comprendre comment est-ce que, chez Singa, j'ai l'impression, est-ce que ce que vous avez fait, notamment autour de Calm et de l'accueil des réfugiés, tu vas nous expliquer ça peut-être rapidement, vous auriez pu le faire il y a 10 ans, et est-ce que tu imagines qu'on pourrait le faire dans 10 ans, ou peut-être que je t'emmène un petit peu trop loin dans le futur. Déjà, il y a 10 ans, nous, on n'était pas nés, enfin, en termes de structure. Ne te rajeunis pas plus que tu n'es. J'ai 9 ans. Non, alors pour expliquer déjà aussi un peu d'où on vient, Singa, c'est une communauté internationale. On existe en France, au Québec, au Maroc, en Australie et en Allemagne. Et notre mission, c'est de mettre en relation les gens autour de centres d'intérêt qu'ils peuvent avoir ou autour de projets qu'ils peuvent être en train de construire. Et on accompagnait il y a 3 ans quelqu'un qui s'appelle Aram Osmani, qui est journaliste kurde, réfugié en France, et qui nous a dit « Mon blog vient de se faire hacker pour la 4e fois en l'espace de 6 mois. J'arrive pas à continuer à faire mon métier, j'arrive pas à continuer à vivre. Il y a des vrais soucis à utiliser le numérique pour moi, etc. » Et donc ça nous a donné une idée de se pencher. On a lancé une étude internationale dans une 15aine de pays pour voir quels étaient les risques pour les réfugiés à utiliser le numérique et éventuellement s'il n'y avait pas des opportunités aussi à utiliser le numérique comme levier pour créer des relations dans la vie réelle. La question, donc, elle nous a amené à 2 grands constats. Le premier, c'est que les réfugiés sont connectés aujourd'hui. L'une des premières choses qu'ils emmènent lorsqu'ils partent, ou l'une des premières choses qu'ils achètent, ça va être un smartphone ou un téléphone. C'est important parce que ça veut dire qu'on peut directement communiquer avec eux, on n'a plus besoin d'intermédiaires. Et la deuxième chose très importante, c'était que toutes les organisations qui travaillent avec les réfugiés, des institutions ou des associations, s'adressaient sur leur site internet ou leurs applications à des médias, à d'autres associations, éventuellement à des bénévoles, mais jamais aux réfugiés eux-mêmes. Du coup, on s'est dit, c'est fou, en fait, on ne prend pas en compte aujourd'hui dans le numérique l'utilisateur. Alors qu'on a l'occasion avec le numérique, on a vu tout à l'heure avec des applications qui sont en mesure de traduire quasiment en instantané des choses, de se rapprocher beaucoup plus, de désintermédiariser et de répondre mieux aux besoins de nos bénéficiaires ou éventuellement à leurs envies. Et donc on a organisé un hackathon. Alors un hackathon, c'est un événement en général sur 48 heures où on rassemble des développeurs pour qu'ils créent des applications numériques répondant à une problématique. Nous, on avait réuni un peu plus de gens que ça. On a ramené des gens du design, on a ramené des gens aussi de l'entrepreneuriat social. Et on a créé une application, et là j'en viens à Calm, qui est une application sur l'hébergement pour des réfugiés chez des particuliers en France. Et donc c'est une application qu'on a lancée en juin, où personne n'en a entendu parler. Je crois qu'on a eu 20 inscriptions pendant l'été. Puis il y a eu la photo que vous avez sans doute tous vue. Et là, on a eu 12 000 propositions d'hébergement partout en France en l'espace de 2 mois. Vraiment du bout de la corde jusqu'à Dunkerque en passant par Brest et Strasbourg. Et ça, donc, c'était intéressant, c'était de voir aussi que le numérique combiné à une médiatisation pouvait faire en sorte que des citoyens
voyant des solutions concrètes, s'engagent extrêmement rapidement pour répondre à des problématiques. Voilà. Et donc, est-ce que cette mise en relation et cette intermédiation, tu la vois monter en échelle? Est-ce que Calm, c'est quelque chose que, enfin, c'est encore tout neuf, hein, je pense que vous êtes encore en train d'essayer d'absorber le flow et la découverte, mais est-ce que ça veut dire que vous vous organisez différemment même à l'intérieur de, voilà, ou que vous concevez votre rôle associatif différemment même que si vous étiez né il y a 10 ans ou si vous étiez né hors ligne? Ça a nécessairement transformé notre manière de concevoir aussi notre travail, c'est-à-dire que là, on est obligé de réfléchir au déploiement national. Donc on est obligé de voir comment nous, on s'organise entre mi-présence en ligne, parce que nous, ce qu'on faisait, c'était de la formation de tous les gens qui rentraient dans la communauté. On était en contact direct, personnel avec les gens. Et en même temps, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, mettre notre formation en ligne, ça permet à des gens à Montpellier, Bordeaux, Lyon, Lille, de faire les mêmes choses que nous. Donc, par exemple, d'accompagner sur l'apprentissage linguistique, d'accompagner sur la création d'entreprises, d'emplois, etc. Et que le numérique nous a littéralement permis, et ça, je pense que c'était pas nécessairement dans les conceptions il y a une dizaine d'années, mais de le faire assez simplement et de permettre à n'importe quel citoyen, en fait, partout en France, de faire la même chose que nous. Voilà. Donc la rapidité du passage à l'échelle, ouais, une problématique, on va dire, courante de start-up, d'essayer de monter rapidement, de grandir extrêmement vite, c'est quelque chose qui est assez nouveau, ou en tout cas auquel vous êtes confronté aujourd'hui, quoi. Oui, complètement. Mais alors nous, on a un modèle aussi qui est un peu particulier. Alors je pense que aussi peut-être notre chance, c'est qu'on était petit, et donc du coup on s'est donné une mission assez simple qui est de mettre en relation les gens, et on a grandi aussi avec le numérique, on a grandi avec les réseaux sociaux, et donc quand on a démarré, on a énormément utilisé Facebook, on a énormément utilisé des réseaux comme LinkedIn, Twitter, etc. qui mettaient en relation, et c'est assez naturellement en fait qu'on on s'est posé la question de savoir comment on pouvait utiliser d'autres outils, comment on pouvait en créer nous-mêmes, éventuellement être acteur de ça. Et j'en viens à toi, Benjamin, et puis je voudrais qu'on essaie d'en discuter. Toi, Benjamin, tu n'es pas à proprement parler du secteur associatif, mais je pense que tu travailles énormément avec des associations sur change.org, ou change.org pour la faire en Change.org. Change.org, enfin tout est possible, quoi, ouais. Est-ce que vous travaillez plateforme de pétition en ligne qui va même, je pense, au-delà sans doute aujourd'hui. Vous travaillez beaucoup avec des associations justement sur ce passage à l'échelle. Est-ce que vous n'êtes pas un peu symbolique de ces nouveaux acteurs qui œuvrent avec un univers associatif qui n'existait pas forcément et qui œuvrent différemment de je ne sais pas quoi, ce que pouvait être hier un fournisseur d'adresse email il y a encore très peu de temps, ou d'adresse postale il y a un certain temps. Vous n'avez pas le même rapport à vos associations, j'imagine, pas le même modèle économique non plus de fonctionnement avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer et où vous en êtes aujourd'hui, depuis les 2 ans et quelques que vous êtes arrivé en France? Alors, ce qui est, à mon avis, intéressant avec une plateforme comme Change.org qui est présente partout dans le monde, c'est que l'usage est très contextualisé et varie d'un pays à l'autre. On est aujourd'hui à 120 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 5,5 millions en France. Sur un principe simple, c'est une plateforme ouverte sur laquelle chacun peut organiser sa campagne de mobilisation citoyenne, sa pétition, organiser des communautés pour faire pression ou dialoguer avec des décideurs économiques et politiques et obtenir gain de cause sur des sujets très spécifiques. Et ce qu'on voit dans un cas comme la France, c'est que quand on a fait un audit l'an dernier pour voir quels étaient les principaux utilisateurs, c'était pas anodin de retrouver les associations et les collectifs en première ligne avant les individus, parce qu'évidemment en France on a cette tradition forte de se mobiliser à partir d'une structure existante qui donne une certaine forme de légitimité. En tout cas, c'était perçu comme tel. On voit de plus en plus d'individus se saisir de l'outil, mais ce que je voudrais relever ici, c'est que ce qui est souvent perçu comme une concurrence entre ces pétitions lancées par des citoyens par rapport aux associations n'est pas une concurrence, c'est une forme de complémentarité très forte qui est en train de renouveler les moyens de mobilisation qu'utilisent les associations. Et on voit des complémentarités très fortes. Je voudrais prendre un exemple rapide.
Dans 2 jours, pour la première fois en France, il y aura une journée nationale d'action contre le harcèlement scolaire. C'est une victoire très concrète, très forte d'une maman, Nora Fraisse, qui a perdu sa fille Marion, qui s'est suicidée il y a quelques années après avoir été harcelée à l'école. Nora Fraisse, elle a fait beaucoup de choses seule, elle a fait beaucoup de choses avec des associations qui se mobilisent depuis des années pour qu'il y ait des actions concrètes. Ce qu'a apporté le numérique, ce qu'a apporté la pétition qu'elle a lancée sur Change.org, c'est une forme d'accélération, un accélérateur de la mobilisation dans la construction du rapport de force que les associations spécialisées dans cette question essayaient de construire avec les différents ministères. Et elle a réussi à obtenir des choses très concrètes comme cette journée dans 2 jours, mais aussi un numéro vert de 4 chiffres qui va permettre aux victimes de facilement signaler les cas d'harcèlement, et puis des guides qui vont être construits avec le ministère et les associations et diffusés dans les écoles. Et donc on voit ça de plus en plus sur la plateforme en France et dans d'autres pays, c'est que ces mobilisations citoyennes, souvent à partir d'histoires individuelles fortes, viennent compléter le travail de fond des associations. Et elles aussi, ces associations, sont donc très présentes sur ces plateformes comme la nôtre pour venir toucher des publics beaucoup plus larges que les cercles qu'elles arrivent à toucher généralement, puisque quelque part, Change.org, c'est un peu devenu le média de l'engagement en France et dans d'autres pays. Donc vous allez trouver des gens qui découvrent ce que c'est l'engagement à travers les pétitions, parfois par une cause qui peut paraître dérisoire pour certains, mais qui compte pour eux. Ils découvrent ce que c'est qu'une mobilisation qui fonctionne. Ils découvrent ensuite sur la plateforme le travail que font les associations sur ces thématiques et vont sur la plateforme ensuite décider de faire un bout de chemin militant avec ces associations. Donc j'ai envie de dire, on est sur un modèle de cercle vertueux où finalement plus il y a de citoyens qui se réengagent de manière démocratique, qui découvrent l'engagement sur des outils comme Change, plus ça va pouvoir bénéficier à cette multitude et à ce tissu très dense d'associations en France qui, eux, font un travail aussi de fond et sur la durée sur des thématiques très diverses. Là, je trouve ça intéressant, je trouve qu'on est au cœur du sujet et ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'Ismaël et celui d'Axel aussi, puisque Axel, tu as travaillé sur le lancement de Kickstarter notamment en France. Qui n'est pas une association. Qui n'est pas une association, qui est utilisée invariablement par des individus, des associations ou des entreprises. Oui, alors non, Ismaël, pour les associations. toi tu es plutôt sur Helloasso. Pour des associations, c'est Alors pas nous, des individus. c'est seulement des associations qui utilisent. En revanche, par rapport à ce que vient de dire Benjamin, en réalité, c'est très complémentaire. C'est-à-dire qu'on a déjà pu le tester plusieurs fois d'ailleurs. Il n'est pas rare sur Helloasso qu'une association ait fait une pétition sur Change et qu'ensuite elle aille vers une campagne de crowdfunding parce que les publics qui ont signé une pétition sont évidemment des premiers soutiens un petit peu plus faciles en réalité à attraper pour l'association. Et ensuite, ils font partie de cette communauté un peu élargie que l'association peut avoir et qu'elle va pouvoir mobiliser sur une campagne de financement de son activité. Mais si je peux rebondir, ce qui est fort sur ce Change.org, je pense que c'est le fait, l'association, enfin la pétition peut avoir un impact que tu peux voir en temps, enfin pas en temps réel, mais on a vu déjà une loi qui est passée grâce au gaspillage alimentaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très fort, d'avoir une feedback loop en fait, tout à fait directe, liée au pouvoir de la plateforme. C'était quand même une étape, je pense, pour la plateforme en France, quand ça a joué. Ou même, par exemple, Nadine Morano, il y a une pétition qui a été faite le lendemain de sa sortie. Et apparemment, cette pétition, elle a été discutée dans le bureau national pour dire, il y a une opinion publique qui se mobilise. Et ça, c'est un pouvoir très fort des associations. La pétition, elle est virale par définition. C'est un peu la force, j'ai l'impression, de Change.org aussi. Et ça m'intéresse parce que moi j'ai l'impression, et c'est aussi le sens du tweet qui remonte, c'est le numérique, c'est quand même l'empouvoirment, l'empowerment de l'individu grâce au réseau qui l'entoure. Est-ce que vraiment on a besoin encore de cadres associatifs? Et ce que tu répondais, Benjamin, attendait à dire, oui, ça marche en France, etc., de cadres associatifs, versus finalement des individus qui librement utilisent des outils et s'auto-organisent, comme on pourrait le voir de manière assez massive aujourd'hui, de coordination sans coordinateur ou sans statut, sans structure et sans organisation. Moi, je voudrais un peu casser le mythe de la mobilisation qui s'auto-organise. C'est totalement faux. Ça n'existe pas. D'ailleurs, sur Helloasso, on a beaucoup d'associations qui arrivent avec ce mythe qui fait très très mal au secteur associatif, parce qu'elles se disent je vais lancer ma page sur Internet et puis ça va collecter tout de suite beaucoup d'argent. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux également sur les pétitions en ligne. La mobilisation, ça prend du temps et c'est une méthode. Et du coup, pour répondre à votre question, moi, la conviction que j'ai, c'est que bien sûr, les associations vont rester des acteurs essentiels dans le domaine de l'engagement,
parce qu'ils ont ça chevillé au corps. Et simplement, si on a la sensation et si on se pose ces questions, c'est tout simplement parce que les associations n'ont pas toutes encore pris la mesure de cette révolution numérique et n'ont pas encore cette méthodologie de mobilisation. En revanche, quand elles vont l'avoir, de par leur structure, à la fois sur les bénévoles, les soutiens qu'elles peuvent avoir et même leur modèle de gouvernance, ça me paraît tout à fait évident que ça va être de très très loin les leaders sur des plateformes comme Change.org ou LOASO. Je vais rebondir sur ce que dit Ismaël, c'est tellement vrai ce que tu dis, même si le futur va être plus distribué grâce à la révolution numérique, je crois pas du tout à l'organe sans tête en fait. Je crois pas du tout, ça donne Occupy Wall Street et puis ça finit par mourir. Hein. C'est-à-dire s'il n'y a pas une structure, s'il n'y a pas une direction, une vision, et ça l'association elle a quand même un vrai avantage compétitif en fait, parce que la révolution numérique elle est quand même... elle est dirigée par des valeurs, il y a une génération qui a de plus en plus envie de s'engager, d'impacter, d'être dans ce qu'on appelle des mission-driven companies. Et par définition, l'association, elle est mission-driven. Et ça, là-dessus, vous avez un vrai avantage compétitif. Moi, je suis persuadée qu'un jour, je veux dire, plus de gens auront envie de travailler chez Change.org peut-être que Google ou Apple, qui sait, parce que ils sont moins bien payés, je crois. Mais, non, mais par exemple, à San Francisco, donc moi j'ai habité 6 ans à San Francisco, et la Khan Academy pique des ingénieurs. Donc la Khan Academy, c'est une organisation qui permet en fait de donner des cours en ligne, pique des ingénieurs à Apple, Google et Facebook tous les jours. Hein. Peut-être ils ne peuvent pas s'aligner sur les salaires, mais ils peuvent s'aligner sur le why, le pourquoi. À Change, ils ont un meilleur congé parental qu'à Facebook. C'est quand même plus important que le salaire aussi. Puisqu'on propose 18 semaines et que c'est... Je faisais une provocation gratuite qui a congelé, c'est... je pense je pouvais rebondir. C'est le point qui va avec, mais sur lequel je pense que tu vas pouvoir rebondir, qui est justement, c'est du coup le défi pour les associations, c'est comment muter, comment intégrer l'innovation, comment créer des zones d'expérimentation ou d'adoption sur ces nouvelles pratiques qui sont inhabituelles et inusuelles. Et est-ce que vous avez des retours d'expérience intéressants là-dessus? Voilà. Pour en parler, je voulais être un peu provocateur. J'ai été assez optimiste et inclusif, mais il ne faut pas non plus nier le fait que, de même que l'offre politique et syndicale déçoit beaucoup en ce moment, il y a toute une offre associative qui déçoit beaucoup de citoyens, qui ne se retrouvent pas dans la manière qu'ont certaines associations de présenter leur travail, leur communication, de manière très descendante. Voilà, pendant 3 ans, on va faire campagne là-dessus et c'est tout. Vous allez faire ça et c'est tout. Et je suis provocateur, pas de manière gratuite, mais c'est parce que c'est des associations qui nous font remonter ça aussi en interne, où il y a un problème d'adaptation à cette culture du numérique qui est très horizontale, parfois peut-être trop dans l'instant, mais c'est le constat qu'il faut faire et il faut réagir là-dessus. Et donc l'enjeu de transformation pour pas mal d'associations, parfois des grandes qui sont en retard par rapport à des petites, c'est de s'adapter, non pas de trahir leur mission sociale, mais par contre de faire évoluer leur structure et leur culture. Une première illustration, nous on est constamment confrontés à des problèmes de communication très difficiles dans des associations qui fonctionnent en silo. Vous allez avoir d'un côté ceux et celles qui gèrent le plaidoyer, vous allez avoir le département communication, vous allez avoir le département collecte. La campagne et les thèmes pourraient être tout à fait transversaux, mais ils ne parlent pas entre eux, ils n'ont pas les mêmes budgets, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ce qui fait que quand il s'agit d'utiliser le numérique pour mobiliser, ils ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas réglé ces problèmes de structure et de communication interne. Donc et là encore, c'est les associatifs eux-mêmes qui nous le disent, il y a un besoin de mieux se coordonner en interne et de faire des réussites comme le font des petites et de grandes associations. On pourra évoquer des exemples, et je pense par exemple à une toute petite association, enfin une petite association qui s'appelle l'ARSLA, qui s'est pris dans la tête le succès de l'Ice Bucket Challenge. Vous savez, ce challenge lancé par le mouvement des associations SLA depuis 2 ans, mais qui ne marchait pas, ce principe de se jeter un seau d'eau glacé sur la tête. Il se trouve que Mark Zuckerberg s'est mis à le faire et que là, c'est devenu viral. Et cette petite association qui n'avait pas du tout de stratégie numérique de communication et de collecte a reçu des seaux d'eau de dons dans la tête qu'elle n'a pas pu gérer. Son site a craché. Elle ne pouvait pas faire face à cet assaut de dons des citoyens qui avaient trouvé cette opération digitale tellement merveilleuse, ludique et efficace.
Mais justement, cette association a su s'adapter très rapidement puisque en un mois, ils ont complètement repensé leur stratégie numérique en articulant communication, collecte. Ils ont refait un site, ils ont recruté des gens dont c'est le métier de faire de la collecte en ligne. Et si maintenant vous allez voir leur site internet, vous verrez qu'ils ont un tout nouveau site très fonctionnel avec un bouton don très bien fait, très facile. On a aussi ces cas d'associations dont la structure n'est pas du tout adaptée, dont la culture n'est pas adaptée au numérique et qui sont en train de faire leur mue, parfois de manière douloureuse et rapide, mais en tout cas qui sont en train de changer. Alors là, on a la petite association qui mute. Est-ce qu'on a des retours d'expérience sur l'impact auprès de grosses associations ou de volume? Parce que quand on parle de transition numérique ou de transformation ou d'adaptation, on a souvent ça, je ne sais pas, ou si vous êtes en contact chez Singa ou si vous êtes utilisé un peu comme un laboratoire, ces zones d'expérience, etc., sur lesquelles vous pouvez revenir. Oui, juste pour réagir rapidement là-dessus, nous, le constat qu'on fait chez Helloasso, c'est assez normal, c'est effectivement que les petites et moyennes organisations s'adaptent beaucoup plus vite. Et donc, on a énormément de petites et moyennes associations qui utilisent nos outils, un peu moins de grandes, tout simplement parce que sur le secteur associatif, comme ailleurs, quand il s'agit de prendre ce virage de la révolution numérique, c'est les petits acteurs qui bougent les plus vite. En revanche, on commence à avoir quand même pas mal de cas de grosses organisations qui ont fait leur cette culture numérique. Il y en avait un qui était présenté, il y avait un de ces exemples qui était présenté ce matin pour le lancement de la Social Good Week qu'on a fait au Centre Pompidou, c'est Voisinage. C'est un projet qui a été lancé par l'Association des Petits Frères des Pauvres et qui a créé un site à côté donc de son action qui utilisait la force du réseau pour mettre en contact des jeunes générations et puis des personnes âgées qui souffraient de solitude. Et donc je pense que c'est un bon exemple de grande ONG qui a pu voir cette révolution arriver, se dire je vais tester des choses et je crois que l'expérimentation de ce point de vue-là sur les sujets numériques est une bonne méthode parce que évidemment réformer le cœur de son organisation c'est toujours compliqué et que le numérique ça prend pas à pas. Est-ce que chez Singa vous êtes contacté par des assos, j'imagine vous travaillez, vous êtes en contact avec des assos qui s'occupent de réfugiés qui ont fait « Allô, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous avez fait là, avec votre truc calme, etc. » Quel rapport vous avez avec eux? En fait, on travaille au quotidien avec... il y a une quinzaine de très grosses associations qui travaillent dans ce secteur, qui d'ailleurs est un secteur, donc c'est vrai qu'il est un peu cloisonné aussi à ce niveau-là. Mais on les a invités justement à nous tout le processus de création des idées, puis des applications lors du hackathon. Et en fait, on a senti une certaine frilosité, mais qui n'est pas tellement liée aux outils numériques qui sont créés, mais plutôt en fait à elles, comment elles sont structurées. C'est-à-dire que beaucoup de ces associations fonctionnent principalement avec des salariés qui ont une expertise professionnelle et qui aident des bénéficiaires. Et en fait, elles sont également financées de cette manière-là. Alors qu'en fait, nous, les outils numériques là, qui ont été créés, ils ont créé une forme d'horizontalisation, c'est-à-dire, pardon, pas ça ne veut rien dire. C'est plus horizontal, c'est-à-dire qu'on n'a plus des bénéficiaires et des gens qui aident, mais on a des offreurs et des demandeurs sur une plateforme qui peuvent varier les uns les autres. Je donne un exemple. Nous, on fait du tutorat pour l'apprentissage linguistique. Ça peut très bien, c'était tutorat pour l'apprentissage linguistique du français au départ pour un certain nombre de réfugiés, mais ça s'est inversé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui ont proposé de l'anglais, de l'arabe, du swahili, etc. Donc ça a été dans les deux sens. Et donc c'est vrai que après c'est compliqué pour une organisation de dire finalement j'ai plus tellement de gens à aider puisque c'est eux-mêmes qui sont soit offreurs, soit demandeurs. Et donc ça demande une réinvention de beaucoup de choses, même au sein de leur structure. Et je pense que c'est pour ça aussi que certaines sont peut-être gênées à ce moment-là d'embrasser en fait ces outils. Oui, c'est un peu l'uberisation des associations. On pense souvent à l'uberisation comme un terme un peu à la mode dans les grandes entreprises, etc., comme une menace extérieure, mais c'est plutôt de repenser l'association comme une sorte de plateforme de mise en relation où on intéresse de segmenter et séparer extrêmement l'ensemble des fonctions, l'ensemble des publics, et en se disant mes adhérents, c'est pas comme mes bénéficiaires, c'est pas comme mes pouvoirs publics, etc., etc. Ma communication, c'est pas ma collecte, etc. Mais on arrive à créer des plateformes qui arrivent à remplir des fonctions de manière nouvelle, pas uniquement en ayant des gens qui vont sur le terrain, mais aussi en ayant des outils technologiques, etc. C'est une mutation qui est énorme. De toute façon, moi je pense qu'il faut mieux se penser en plateforme aujourd'hui, que ce soit pour les grandes entreprises
ou c'est-à-dire il faut lâcher prise un peu, il faut communiquer un peu plus. Tu connais probablement mieux que moi l'organisation d'une association à l'intérieur, mais pour moi qui n'en fais pas partie, c'est un monde assez fermé, un entre-soi, c'est pas facile d'accès, ça peut même être un peu je sais pas dire le mot pas glamour, mais effectivement pas accessible, etc. Et je pense que de toute façon, l'association doit être drivée par 3 P, purpose, people, profit, process et plateforme. C'est-à-dire lâcher prise. Ça fait plus que 3 P là. Non, 5, pardon, 5, j'ai dit 5. 5, Nicolas. Donc du coup, effectivement, quand tu parles du mot plateforme, je pense qu'il faut permettre peut-être la co-création, permettre plus d'outils qui permettent la mobilisation. On a parlé beaucoup de vidéos, par exemple. La vidéo, moi, il y a une association que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Charity Water. Je ne sais pas si vous connaissez. Je les trouve extrêmement brillants, en fait. C'est vraiment une plateforme. On peut, pour son anniversaire, demander de lever de l'argent. Et tout le process, même en termes de design, du X, du Y, est très bien fait pour s'engager. Ils ont des photos. Chaque année, ils font une campagne virale. Je ne sais pas si vous voyez, ils ont des campagnes vidéo qui sortent chaque année. Et effectivement, de façon concrète, les outils aussi, ça joue parce que l'état d'esprit drive les nouveaux outils, je pense. L'état d'esprit, l'horizontalité dont on parlait, le fait de plus être dans le dialogue, la feedback loop, montrer ce qui se passe avec des photos, des vidéos. C'est pas les outils qui changent le monde, c'est les femmes et les hommes et l'état d'esprit qu'ils acceptent d'embrasser avec cette révolution numérique. Et souvent, les outils d'une association sont assez révélateurs de l'état d'esprit qui drive cette association, je trouve. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, moi, mais je pense que beaucoup d'outils font peur aujourd'hui aux associations. On a fait une analyse assez simple de ce qui se passait quand une nouvelle association arrivait sur notre plateforme de crowdfunding. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, la première chose que faisait une association, c'est qu'elle cherchait les autres associations qu'elle connaissait, ses amis, en fait. C'est assez logique. Et une fois qu'elle avait trouvé quelqu'un qu'elle connaissait, simplement, elle décrochait son téléphone et puis elle l'appelait pour savoir, d'une part, si l'outil était bien et puis surtout comment ça marchait. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette temporalité-là où, certes, il y a la question des plateformes, mais il y a surtout, aujourd'hui, plein de plateformes. Quand on parle de crowdfunding, des plateformes de crowdfunding, il en existe des dizaines, des centaines même en France. Et donc, c'est extrêmement compliqué pour quelqu'un qui n'est pas forcément familier avec cette culture digitale de se retrouver dans tout ça. Et du coup, moi, je crois beaucoup que ce mouvement va se faire dans une temporalité relativement longue. Il ne va pas y avoir de grand soir de la révolution numérique pour les associations, mais que c'est pas par pas, en expérimentant, en testant, et puis en parlant les uns les autres, que les associations vont trouver les plateformes qui leur correspondent. Alors, je te trouve très optimiste de ce point de vue-là, ce qui est une qualité, mais est-ce qu'on a le temps d'aller vite dans un monde où les startups essayent de manger beaucoup de missions du monde associatif, dans la mise en relation, etc., où il y a cette zone entre un monde économique qui essaie de vampiriser le monde, où l'organisation sociale se fait par des plateformes, Facebook remplit des fonctions de mise en relation d'individus. J'ai l'impression, quand j'entends Singa m'expliquer son objectif, et quand j'entends Mark Zuckerberg, de voir des zones de recoupement. Or, on voit bien qu'il y a quand même des différences un petit peu entre ces deux organisations différentes. Est-ce qu'on a le temps d'aller vite ? La question de l'adaptation, à mon avis, elle est clé. C'est-à-dire que le monde associatif, je pense, a fait un effort de professionnalisation ou de montée en compétences vis-à-vis d'un monde dans la communication, dans la collecte, dans l'organisation, etc. et à créer des structures correspondant à un monde pré-numérique, etc. Et tout d'un coup, là, est sommé de changer de manière très rapide. Est-ce qu'il peut y répondre ou est-ce que, oui, on a bien tranquillement du temps, etc. ou est-ce qu'il y a urgence ? En fait, je suis d'accord avec vous que le temps qu'on a n'est pas énorme, mais je pense que de dire qu'on n'a pas de temps, ça aide pas. C'est-à-dire que ça complexifie donc, et ça fait on encore a du plus temps, peur. on n'a pas de temps, mais on en a quand même. Moi, je pense que les associations sont les premières conscientes du fait qu'il y a urgence pour des questions simples de ressources. Baisse des subventions publiques, modèle coûteux traditionnel pour avoir des nouveaux donateurs, etc. Donc, atteindre d'un certain nombre de limites des moyens de levée de fonds, du marketing direct traditionnel, des donateurs qui vieillissent tous, etc. Phénomène qu'on connaît tous. Donc l'urgence, il faut l'avoir en tête, mais ça ne veut pas dire qu'il faut déprimer. Au contraire, il y a une urgence et à côté de ça, il y a une opportunité formidable. Et on peut prendre le temps, par contre, de tester. Je voulais rebondir sur ce que disait Ismaël, cette notion
si cher à toute l'histoire des startups et toutes les success stories de la tech, du test, du test jusqu'à trouver la bonne solution, le bon message. C'est une formidable opportunité pour les associations de trouver en elles-mêmes leurs ressources et les messages qui vont toucher le plus grand public. Je m'explique, on a différentes manières d'utiliser Change pour les associations, notamment aussi des services de mise en contact avec nos utilisateurs les plus actifs pour qu'ensuite les associations les accueillent dans leur base et en face des donateurs. Et nous, dans ces phases de mise en contact, on travaille avec l'association sur ce qu'on appelle dans le jargon du A/B testing, c'est-à-dire de tester des variations de messages, d'accroches sur une même campagne, jusqu'à ce qu'on trouve l'image, le titre, la manière de présenter le problème qui touche le plus grand nombre de publics. Et on s'appuie sur quoi? Sur ce qui a marché dans plein de secteurs, qui sont des batteries de statistiques, des réactions en temps réel, même si j'aime pas trop cette expression, de comment réagissent les gens, et qui vont vous permettre, vous associations, de trouver en vous-même la meilleure manière d'articuler votre message. Et cette question des ressources en interne aussi, on insiste beaucoup sur la manière pour les associations d'incarner le message qu'elles portent. Souvent, ces associations s'appuient par leurs salariés, par leurs dirigeants, en oubliant qu'elles ont en interne, à travers leur réseau de bénévoles, de bénéficiaires sur le terrain ou ici, les meilleurs porte-parole pour toucher le public qui est actif aujourd'hui sur Internet, qui est un public qui fonctionne sur des valeurs d'émotion, d'empathie, de proximité, et qui va être beaucoup plus sensible à un message qui vient d'un citoyen comme lui ou d'un bénéficiaire sur le terrain que des messages beaucoup plus institutionnels. Donc ça peut paraître caricatural, mais là aussi, il y a des manières d'articuler ces manières d'incarner le message qu'on voit sur la plateforme et qui permettent à l'association non pas de se désavouer ou de changer ses pratiques, mais de trouver en interne la meilleure façon de présenter sa mission sociale et ses objectifs. Alors, Guillaume. Pour juste rebondir rapidement sur ce que disait Benjamin, je crois qu'on parle beaucoup de plateformes et on n'a pas vraiment expliqué l'intérêt de passer par des plateformes comme les nôtres. En fait, je souhaitais juste inciter justement que tout ce travail de test dont parlait Benjamin, en réalité on l'a fait. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, quand pour le sujet qui me concerne sur de la collecte de fonds, l'endroit où vous mettez le bouton de don, c'est bête, mais ça peut changer d'un facteur 10 la collecte sur Internet. Et donc, alors c'est à la fois ce qui est magique et ce qui est un petit peu compliqué quand on lance des plateformes comme les nôtres, mais du coup, l'intérêt de passer par des plateformes, que ce soit sur change.org ou sur Helloasso, c'est qu'avec les centaines de milliers d'utilisateurs qu'on a chaque mois sur la plateforme, nous on collecte à peu près 1 million d'euros par mois aujourd'hui sur Helloasso, eh bien on a eu le temps de faire justement ce test et de savoir exactement ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et donc vous pouvez vous aussi gagner du temps en simplement nous le demander, parce qu'on a vu passer beaucoup de projets qui fonctionnaient. Ouais, je voulais juste rebondir en fait sur ce que tu disais là. Je pense qu'il y a Là, on est en train de parler de comment les associations peuvent faire leur transition grâce au numérique, mais je pense qu'il y a aussi comment le numérique va faire sa transition grâce aux associations. C'est-à-dire, la grosse différence entre Facebook et Singa, par exemple, c'est que Facebook, LinkedIn, pas mal de gros réseaux sociaux qu'on connaît comme ça, ils sont basés sur un héritage, c'est-à-dire héritage social. On s'est rencontrés là aujourd'hui, donc je vais rajouter Ismaël, Axel, Benjamin sur Facebook, mais c'est parce qu'on s'est déjà vu dans la vie réelle et qu'on se connaît. LinkedIn, c'est la même chose. Alors je peux rajouter dans un cercle assez limité des gens parce que on me les a validés et je les connais. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il manque au niveau du numérique, en fait, des outils qui permettent la création de liens nouveaux. Alors, il y en a quelques-uns comme pour trouver un compagnon, relations sexuelles, etc., Tinder. Mais il manque encore d'outils comme ça pour le lien social. Moi, dans mon cas, entre les réfugiés et la société d'accueil, etc. Et je pense que ce qu'aujourd'hui on arrive à réaliser, nous, associations, c'est aussi cette forme de transition du numérique vers plus de liens dans la vie réelle. Et c'est pour ça qu'on avait organisé le hackathon aussi. Et voilà, je sais pas si... Oui, mais tu vois, ça, elles vont s'y mettre. Par exemple, ce matin, je sais pas si tu as vu, mais Amazon a annoncé qu'ils ouvraient une librairie, une vraie de vraie, un magasin, tu vois, avec des bouquins. Et en fait, ils vont s'y mettre aussi, c'est-à-dire de passer du online au offline pour créer du lien en fait, social. Airbnb n'arrête pas de parler de ça depuis 2 ans. Et c'est ce qu'ils essayent de faire, en fait, de repasser la communauté qu'ils ont créée online, offline, parce que de toute façon, la communauté, c'est
c'est la nouvelle monnaie d'échange quelque part. Mais ça, c'est vrai qu'en fait, l'association, elle permet de créer des liens sur des valeurs. Et ça, c'est hyper fort. Et elle permet aussi de rappeler que la révolution numérique, c'est pas deux ordinateurs qui se connectent, hein, c'est des personnes qui se connectent. Et ça, c'est hyper fort. Et c'est Clé-Chirki, d'ailleurs, qui dit souvent qu'on surestime toujours la connexion à l'information que représente la révolution numérique et on sous-estime toujours la connexion à l'autre qu'elle représente aussi. Et c'est très fort de se connecter à l'autre dans un engagement, dans une volonté d'aider, de donner. Et ça crée des liens effectivement extrêmement forts. Moi, je trouve, d'un point de vue plus extérieur que vous, que l'association, elle a de l'or dans les mains, en fait, pour grandir, pour exister, pour exploser dans cette révolution numérique. Vous avez un avantage compétitif qui est monstrueux, qui est votre mission, en fait, ce que vous représentez. Vous êtes en plus d'autant plus nécessaire aujourd'hui. L'État, il y a plein de choses et de relais qui n'existent plus. Et c'est à vous de les prendre. Donc voilà, une fois que la peur sera remplacée par la curiosité, une fois que le mélange de ceux qui sont là depuis 20 ans et ceux qui ont envie de s'y mettre depuis 3 mois se fera, une fois qu'il y aura plus d'open collaboration et d'envie, vous allez diriger le monde. Non, c'est... Non, je t'en prie, Guillaume, rebondir. Non, mais justement, c'était sur l'open collaboration, justement. Il y a quand même quelque chose aussi qui est assez formidable avec le numérique aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute des solutions pour les gens avec qui vous travaillez. Et là, par exemple, dans le cadre de Calm, on a créé une solution pour l'hébergement des réfugiés. Sauf que cette solution, elle peut être récupérée par n'importe qui. La technologie, elle est disponible. Donc ça veut dire que vous, par exemple, si vous travaillez avec les SDF, imaginons, vous pouvez récupérer cette technologie et l'utiliser dans le cadre de vos activités. Et vous pouvez aussi même créer une nouvelle activité. Là, il y a eu récemment des inondations à Nice. On pourrait tout à fait imaginer qu'une plateforme similaire serve à des gens qui viennent de vivre une catastrophe naturelle, plutôt que se retrouver pendant 2 mois à l'aéroport, se retrouvent chez des voisins à une dizaine de kilomètres. Et ça, je trouve, c'est aussi une révolution. Et cette capacité d'organisation de masse, mine de rien. En fait, on en revient un peu aux sources de l'associatif. Tu as commencé en parlant de Wikipédia, qui quand même est une association mondiale, avec des gens où on a quand même un statut de wikipédien, quand on n'adhère pas formellement comme dans une association de loi 1901 en France, mais voilà, moi j'ai contribué sur Wikipédia. Il y a des marges de participation qui sont assez ouvertes. Et à la fin, on fait des choses ensemble, et on crée des connexions et des communautés, et parfois même des amitiés. On voit des trucs assez ahurissants qui se passent en termes de pratique. Il y a des mariages qui se sont faits chez Wikipédia, comme il y a des mariages qui se sont faits dans les associations. Et comme il y en a qui se font au boulot aussi, de la même manière. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez proche, en fait, dans ce... Voilà, l'engagement associatif, il part en général d'un purpose, d'un idéal, d'une envie, d'une mobilisation, de quelque chose qui vous indigne ou qui vous met en colère ou qui vous donne envie d'agir. Et après, il s'entretient par plein d'autres motifs et d'autres leviers d'action. Et ça, effectivement, qui sont transformés de manière assez forte par le numérique. Et donc, je me demande, moi, quel sera le Wikipédia, la grande association native du numérique, peut-être ça sera Singa, qui, en fait, avec suffisamment, voilà, qui deviendra... le référent de demain, etc. Parce qu'on parle aussi de beaucoup de transition des anciennes associations. Je pense qu'on peut imaginer, on parle beaucoup des champions français de la French Tech et des grandes entreprises, etc. Peut-être qu'il y a des champions français de la French Tech, des assos qu'on peut imaginer, qui vont être des assos qui naissent, des startups associatives qui naissent aujourd'hui et qui demain vont pas conquérir le monde, on s'en fout, mais changer le monde. C'est marrant parce que en fait, on déjeunait à midi dans le cadre de la Social Good Week avec Guillaume et d'autres porteurs de projets, avec la secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Et c'est précisément ce qu'on lui a dit. On lui a dit, il faut que vous vous débrouilliez pour faire rentrer les associations dans la French Tech, parce que si aujourd'hui il y a des géants comme Microsoft, Facebook ou d'autres, c'est parce qu'il y a eu des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de startups qui ont essayé. Et donc il faut faire la même chose. Il faut simplement que toutes les associations s'y mettent, et il va y avoir des nouveaux Wikipédia, c'est certain. Et je rejoins à 100% Axel, et c'est pour ça d'ailleurs que la thématique de la Social Week cette année, c'est l'humanité connectée. C'est que on n'est pas connectés au réseau, on est tous connectés les uns aux autres grâce au réseau, et les associations ont vraiment de l'or dans les mains. C'est certain que les géants de demain du web seront associatifs. C'est une conviction profonde que j'ai. Bon, je pense que c'est une très très belle phrase de conclusion. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous propose de les applaudir. On a ouvert le champ. On va passer à l'opérationnel dans 15-20 minutes, puisque vous avez le temps de prendre un café et de vous retrouver dans 3 tables rondes, dont certains, voilà, si j'y arrive, voilà le programme.
avec le numérique au service des bénéficiaires sur comment renforcer son impact social grâce au digital, avec les gens de Simplon et d'ADB Solidatech. Comment réinventer son organisation en interne grâce au numérique avec Proxitech, Uniops et Microsoft. Et puis, vous allez retrouver Ismaël et Benjamin sur crowdfunding, crowdsourcing, moins sur les principes, plus sur l'opération, comment mobiliser ses contributeurs. À la sortie, il y aura des hôtesses et des personnes qui seront là pour vous indiquer où aller dans les différentes tables rondes, des hôtes et des hôtesses. Voilà. Je ne sais pas d'ailleurs de quel sexe, on va utiliser un terme neutre, des hôtes, qui sont là pour vous engager. En tout cas, merci beaucoup. À l'extérieur, il y a un café, une petite pause qui vous attend, et puis on pourra se passer à l'opérationnel sur les ateliers. Et puis, vous pourrez retrouver le compte-rendu de cette journée sur rslnmag.fr, RSLN qui est le think tank de Microsoft France.